Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours et on va essayer de comprendre ce qui se passe lorsqu'on a un complexe qui se présente un spectre d'absorption constitué de plus d'une bande. Comme vous le savez, la dernière fois, on a parlé des spectres qui se présentent à une seule bande, à savoir le titane, qui est titane D1 ou bien D9. Ou bien le D9, c'est-à-dire le cuivre 2. Alors, pour ces deux configurations, le problème ne se pose pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on a par exemple le titane, c'était un électron, et l'absorption va se faire en faisant passer l'électron de l'orbital T de G vers l'orbital G, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de problème au niveau des électrons. Par contre, lorsque vous avez un élément qui contient plus d'un électron, par exemple 2 ou 3 ou 4, etc., il va y avoir un problème supplémentaire qui s'ajoute, à savoir le problème de répulsion électron-électron. C'est-à-dire les électrons vont se repousser parce que, comme vous le savez, les électrons ont une charge négative, donc lorsqu'ils sont rapprochés, sont localisés dans des endroits très rapprochés, qu'est-ce qui se passera? Il y aura une certaine répulsion. Et ça va avoir bien sûr un effet sur les transitions qui vont avoir lieu dans des éléments de transition qui contiennent plus d'un électron. Alors, on va examiner un exemple. Examinons maintenant le spectre visible du complexe chrome Cr entouré de 6 molécules d'eau. Et pour former le complexe, bien sûr, CrH2O 6 fois 3 et dans la configuration de plus basse énergie, pour le chrome 3 il y a 3 électrons, c'est-à-dire le Cr3 il contient 3 électrons D et qui vont être placés lorsque l'élément est dans un complexe, ils vont être placés sur le niveau le plus bas, à savoir le niveau T2G, donc il contient 3 électrons. Donc finalement, on a le chrome 3 et qui dit chrome 3 ça veut dire qu'on a 3 électrons qui sont placés sur le niveau T2G3. Alors, ce complexe présente un spectre d'absorption qui est constitué de deux bandes et qui sont situées vers 17 400 cm-1 et 24 600 cm-1. Alors, ces deux bandes ont des intensités semblables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de différence au niveau d'intensité. Alors maintenant, ce qu'on va chercher, c'est l'origine de ces transitions. D'où ça vient? Est-ce qu'on peut toujours dire qu'il y a une transition de T de G vers EG ou bien qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ce qu'on va voir. Et étant donné qu'on est au début du cours, on va, dans un premier temps, examiner les possibilités qui sont possibles en utilisant toujours les niveaux T de G et le niveau EG. Donc ça, à gauche, vous avez notre spectre d'absorption du chrome. Lorsqu'il est incorporé dans un champ de ligande constitué des molécules d'eau, vous voyez qu'il y a deux bandes d'absorption. Euh, la bande qui est à gauche, il est situé à 17 400 cm-1 et la bande qui est située à droite, il est à 24 600 cm-1 et bien sûr il y a en bas le correspondant en nanomètres. D'accord? Alors, on a à droite les niveaux T de G et EG et on a placé 3 électrons sur le niveau T de G et après on va éclairer notre complexe avec des radiations lumineuses et ça va faire passer un électron du niveau T de G vers le niveau EG. Alors, au départ, on va supposer
que l'électron qui va être déplacé, il va partir à partir de dxy vers dz2. Voilà. Et on va voir quelles sont les conséquences de ce déplacement. Donc, une façon de réaliser cette transition est de promouvoir l'électron de dxy vers l'orbital dz2. À droite, ici, vous voyez avec des flèches en gris qui nous permettent de montrer comment cet électron va pouvoir passer de l'orbital dxy vers dz2. Okay. Donc, lorsqu'on a irradié les électrons, enfin l'électron plutôt, un électron qui va passer de dxy vers dz2, et c'est ainsi, lorsqu'on va faire cette opération, la densité électronique sera localisée au cours de la transition d'un plan XY dans une direction Z qui contient déjà des électrons. Pourquoi contient des électrons? Parce que dz2, c'est une direction axiale, c'est-à-dire il y a déjà une liaison entre le chrome et H2O. Et H2O, bien sûr, donc là, lorsqu'on ajoute des électrons, il va y avoir des répulsions supplémentaires. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas de figure qu'on peut envisager, c'est de faire passer un électron de dxz vers dz2. D'accord? dxz vers z2. Donc, il y a déjà z qui est en commun entre l'état initial et l'état final. Alors, est-ce que la répulsion va être la même chose ou pas? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, il existe une autre façon de réaliser ces transitions en faisant passer l'électron de l'orbital dxz vers l'orbital dz2. Et là, bien sûr, comme on vient de le voir, la densité électronique sera simplement localisée selon un axe Z déjà riche en électrons avant la transition. Donc finalement, là, la deuxième possibilité ne posera pas beaucoup de problèmes au niveau de la répulsion électronique des électrons. D'accord? Par contre, la première, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'on va augmenter la densité électronique selon la direction Z. D'accord? Et c'est pour cela que certainement les deux cas de figure vont paraître à des niveaux différents. L'un, ça nécessite beaucoup d'énergie que l'autre, et ça, on le verra par la suite. D'accord? Alors ici, à droite, j'ai marqué une remarque. Les flèches grises indiquent la relocalisation de la densité électronique au cours de deux transitions étudiées dans le texte. C'est exactement ce que j'ai dit tout à fait au début. Alors, pour le premier cas, la répulsion électronique va beaucoup augmenter au cours de la transition, c'est ce qu'on vient de dire, et beaucoup moins dans le second cas. Par conséquent, les deux transitions envisagées apparaissent à des énergies différentes. Donc, ils vont apparaître selon deux bandes, certainement. D'accord? Alors, on peut envisager d'autres possibilités, mais les autres possibilités de transition de T de G vers l'orbital G seront similaires à l'un ou l'autre des cas, c'est-à-dire le cas 1 ou le cas 2. Si bien que le complexe possède donc deux bandes dans son spectre d'absorption. Okay? Alors, il y a une question qui vient maintenant à l'esprit. Et quelle est la transition qui va nous permettre de déterminer le delta? Auparavant, lorsqu'il y avait un seul électron, il n'y avait que deux niveaux T de G, E, G, donc là, il y avait une transition qui correspond à la valeur de delta. D'accord? Mais là, on en a deux bandes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va pouvoir le faire? Bon, au début, on va accepter de choisir la transition de plus basse énergie pour déterminer delta. D'accord? On détermine delta donc comme étant correspond à la bande la plus basse énergie, c'est-à-dire 17 400 cm. Mais ça, ce n'est que provisoire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir d'autres choses qu'on va voir dans le cadre du cours qui vont nous permettre de déterminer avec précision la valeur de delta. D'accord? Alors, pour comprendre
l'origine de la deuxième transition pour le complexe CrH2O 6 fois 3+, il faut étudier plus en détail la structure électronique des ions de transition et tenir compte de la répulsion électron-électron. Parce qu'effectivement, si on ne tient pas compte de cette répulsion, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au sein de la structure électronique des complexes. D'accord? Bien sûr, des méthodes de transition qui constituent bien sûr la base, le centre d'un métal de transition, d'un complexe. Alors, jusqu'à présent, cette répulsion, celle-ci a été introduite dans le cas où elle est max, c'est-à-dire répulsion maximale. C'est-à-dire que quand deux électrons occupent la même orbitale, sous la forme d'une quantité d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie d'appariement. D'accord? Donc, on a effectivement tenu compte de cette répulsion électronique lorsque vous avez deux électrons qui occupent la même orbitale atomique, d'accord? Et cette énergie correspondante était l'énergie d'appariement, ce qu'on appelle le P. OK? Alors, lorsque P, c'est-à-dire cette énergie d'appariement, est beaucoup plus grand que delta, alors dans ce cas-là, la structure électronique de l'ion considéré est profondément modifiée. Donc le champ, le complexe H fort, préfère associer tous ces électrons dans l'orbital T de G par souci de gain d'énergie. Effectivement, lorsque vous avez cette énergie d'appariement est beaucoup plus grand que delta, c'est-à-dire delta, il est faible par rapport à P. Alors la structure électronique de l'ion considéré est profondément modifiée. Par exemple, dans le cas du champ fort, qu'est-ce que ça veut dire champ fort? Ça veut dire que delta est grand. Delta est grand, plus grand que P. Alors dans ce cas-là, on peut associer ces électrons dans les orbitales T2G par souci de gain d'énergie. C'est-à-dire, on peut mettre deux électrons dans un orbital lorsqu'on est en champ fort. Mais lorsqu'on est en champ faible, c'est l'inverse. C'est-à-dire, en champ faible, on tend à répartir les électrons sur les T2G et les EG, de telle sorte à ce qu'il n'y a pas une forte répulsion. Mais lorsque le champ est fort, c'est-à-dire lorsque delta est supérieur à P, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On peut mettre les électrons dans des orbitales atomiques T2G qui sont en bas et il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que toujours le système tend à avoir une énergie minimale. D'accord? C'est la question de l'énergie minimale qui est considérée dans ce cas de figure, de telle sorte à avoir quelque chose de stable. C'est-à-dire que ça, il n'y aura pas de gain d'énergie. OK? Donc voilà, l'énergie d'appariement, elle existe, et lorsque cette énergie d'appariement elle est plus faible que delta, c'est-à-dire on est dans un champ fort, alors dans ce cas-là, on peut mettre deux électrons dans le même orbital. C'est-à-dire, pour nous, l'énergie d'appariement est plus faible que delta. Mais lorsque vous avez une énergie d'appariement P supérieure à delta, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire on est en champ faible, qu'est-ce qui se passe? On essaie de mettre les électrons dans la totalité, bien sûr lorsqu'on a beaucoup d'électrons, des orbitales de telle sorte à avoir une énergie minimale. D'accord? Donc là, il n'y a pas de problème. On a bien compris cette notion de delta et de P. Voilà. Alors, lorsque deux électrons occupent deux orbitales différentes, orientées dans l'espace, dans une direction commune, la répulsion électron-électron est plus faible, mais elle existe. Ça veut dire ça. Lorsque vous avez deux électrons qui occupent deux orbitales, par exemple TXY, TYZ, d'accord, deux orbitales différents, orientés dans l'espace, dans une direction commune, ok? Alors la répulsion existe, malgré qu'il n'occupe pas
le même orbital. D'accord? Mais cette répulsion, elle existe, mais elle est faible.